scrollez bien en fin de séance pour l'éteindre, s'il vous plaît. Ok, je vais essayer de faire un partage d'écran de rock. Est-ce que vous l'avez? Oui, monsieur. Vérifiez le retour de si les allumez en cas de, si vous avez besoin de poser des questions, là, des commentaires. Alors, quand je fais le partage, je n'ai pas accès à l'affichage du nombre. Tout à l'heure, on était à peu près une cinquantaine. Bon, je pense qu'on va quand même commencer. Ça ne va pas être très consistant pour aujourd'hui. Voilà, donc, bismillah, marhaba bikoum pour cette deuxième année. Vous êtes déjà des anciens puisque vous avez passé une année. Donc, ce qu'on va discuter aujourd'hui, ce sera juste une première présentation, une prise de contact. D'habitude, je préfère la faire en amphi, en présentiel, parce que j'ai besoin de voir les étudiants, de savoir qui est présent, qui ne l'est pas. Et donc, on va quand même faire avec, quitte à refaire ça la semaine prochaine, puisque ça sera du présentiel. Bon, ça sera une suite. Donc, on va parler un peu de ce module, du contexte de travail, et éventuellement de généralité. Donc, si vous avez des questions, des interrogations. Alors, Qaïd al-Amma, vous êtes en droit de demander tout ce dont vous avez besoin. Il faut les demander sans hésitation. D'accord? Deuxièmement, il faut le faire toujours au premier moment. C'est-à-dire, si vous avez une difficulté avec un module ou là, une difficulté avec un enseignant, dès que apparaît le souci, le problème, il faut le manifester. Ok? Bon, je ne suis pas là en tant que tuteur, ça par expérience. Je partage cette expérience avec vous parce que je sais que souvent on a un certain nombre de difficultés. On n'est pas obligé d'attendre qu'il y ait un comité pédagogique avec des enseignants de manière officielle pour soulever un problème qui se pose. Donc ça, c'est une remarque essentiellement pour les délégués. Dans un contexte à ADAB, etc. Ça, c'est évident. Alors, pour ce qui est de l'architecture, donc l'intitulé officiel du module, c'est l'UF 2111. Le thème général, c'est architecture des ordinateurs et les informations que vous avez ici, ce sont des informations qui sont publiques. Donc, vous avez accès à mes mails, vous avez accès à un site web. Bon, le site web, il est relativement ancien, il est mis à jour jusqu'à l'année dernière. Moi, je vois Google est en train de faire des travaux, donc il est possible qu'il y ait une suspension de ce site pendant l'année. Bon, les informations, les fichiers qu'il y a dedans sont toujours disponibles chez moi. Donc, si à un moment donné, vous n'avez pas accès à ce site web, il suffit de m'envoyer un mail, je vous envoie le fichier correspondant ou l'information nécessaire. OK, donc là, ce sera le côté contact. Est-ce que l'écran est suffisamment grand ou là, Non, c'est bon, monsieur. très bien. J'aimerais bien que vous manifestiez, parce que là, Rani Nahdar, en face à un écran, donc je ne sais pas du tout qui est en face de moi. Il a la kumbela, bzaf ou la rari wahed. Très bien. Alors, côté documentation, parce que c'est une question qui est redondante, ce que vous avez ici, c'est une première partie, ce que j'ai mis comme bibliothèque, bibliographie locale. Ce sont des choses que vous trouvez souvent en nombre suffisant, c'est-à-dire ben, jusqu'à 8, 10, 15 exemplaires, ou là, pour la plupart de ces ouvrages. Donc, ce sont des documents qui sont généraux. Ceux qui sont les plus recommandés, si vous voulez, ce sont les trois liraham en bleu, Tazanella, Tablanchet et Tannenbaum. Essentiellement, Tannenbaum et Zanella, ce sont des références standards en matière d'architecture. Ce sont des références anciennes, d'accord, de 20 ans, un peu plus. Bon, avec des mises à jour, tu as les éditions, c'est clair.
on va parler un peu de la caractéristique de ces ouvrages. Ça reste des ouvrages de référence concernant l'architecture. Donc, il y a beaucoup de choses à assimiler, à apprendre. Faites les ouvrages. Je vous conseille de les lire. Comme elles ne sont pas suffisantes, donc la deuxième ressource qui est standard et qui est accessible à tout le monde, moyennant une connexion, c'est le web. Donc, les mots-clés architecture, ordinateur, microprocesseur, assembleur, ce sont des thèmes qui sont génériques et qui vous permettent d'avoir accès, on va dire, à une base presque infinie d'informations. Bon, la nouveauté qu'il y a pour cette année-là, c'est, je tiens à votre disposition un polycopier. Il n'est pas exhaustif puisque il aide à comprendre ce cours, donc fait l'essentiel si vous voulez, mais vous ne pouvez pas l'utiliser tout seul. En quelque sorte, la présence est obligatoire. Alors en parlant de présence, administrativement parlant, الحضور نتاعكم أنا ما نفرطش. Donc si vous voulez assister à un cours, marhaba. Si vous ne voulez pas assister, vous êtes libre. Les TD, كذلك مبدئيا je ne fais pas la peine. Les premiers temps pour connaître les étudiants là, mais je ne pénalise pas. Il y a eu des années pendant lesquelles la présence en TD a été comptabilisée dans le dossier de l'étudiant. Donc, ça risque d'être demandé à l'âme. Il est possible que l'administration le redemande. Et surtout, vous aurez franchement du mal à suivre si vous n'êtes pas présent. Récupérer un cours ou la suivi hadith à la vidéo, c'est un outil, c'est une manière de travailler, c'est vrai. Mais ça, vous aurez des difficultés si vous n'êtes pas présent. La meilleure des manières pour assimiler ce module, c'est le côté interactif, c'est d'être présent sur place. Ok, donc le polycopier est comme une version PDF, comme sur le canal Teams, et donc tout le monde pourra le télécharger et le consulter. Ça sera un support en parallèle. Mais ça ne vous empêche pas, j'insiste beaucoup, c'est un concentré. Ce sont les idées clés que vous allez retrouver tout le long du semestre. Donc ça accompagne la présentation des choses qu'on va faire. La partie TD, le polycopier, donc ça sera essentiellement du cours. Mais ça vous donnera, en le lisant, un aperçu, une manière d'assimiler le module, on va dire l'unité. OK? Alors, j'ai mis le slide point of view. C'est des points de vue à l'âge parce que les ouvrages que je viens de présenter, la bibliographie, vous allez voir, tout le monde parle d'architecture des ordinateurs. Mais qu'une architecture des ordinateurs est un terme très général. Il peut être vu, perçu, assimilé de différentes manières. Quelqu'un qui a une formation d'électronicien, il peut parler d'architecture en tant qu'électronicien. L'électronique fait des niveaux, donc là j'ai spécifié. Il y a l'électronique des composants. Par exemple, un électronicien, il parle du côté transistor, il parle les bascules. Ce sont des composants électroniques qui interviennent dans la conception, la réalisation d'un ordinateur. Donc il voit le côté hardware, côté purement matériel de l'ordinateur, et un niveau très spécifique. C'est les composants électroniques. C'est l'essentiel de la machine, c'est vrai. Toujours au niveau électronique, quand les semi-conducteurs, ce sont les composants qui permettent de fabriquer un transistor. Donc, quelqu'un qui est spécialiste des semi-conducteurs peut parler d'un aspect particulier de l'architecture. Mais il y a juste un aspect. Il y a un autre aspect qui est complètement l'opposé, c'est le côté théorique. C'est le mathématicien qui peut avoir quelques aspects pratiques. Donc, le mathématicien, il travaille sur l'algèbre de Boole, sur la logique mathématique, et à partir de là, il vous donne des lois qui vous permettent de manipuler ce que vous avez vu là, le module, structure machine, les portes logiques, les portes AND, les portes OR, les portes NAND, etc. Ça, c'est la base. Et on en parlera à un moment donné, on reviendra dessus. D'ailleurs, les premiers TD, ça sera ça, une petite révision. C'est la base réellement. Et en fait, l'architecture de l'ordinateur se trouve entre les deux. Il y a un aspect matériel, c'est purement électronique. Il y a un aspect mathématique et conceptuel, logique, à travers l'algèbre de Boole. Donc, le fait d'avoir des connaissances par-ci, par-là, vous permet de mieux assimiler les choses. Et puis, c'est un point de vue. Quelqu'un qui est spécialiste de l'algèbre de Boole peut donner beaucoup d'informations utiles pour quelqu'un qui travaille dans l'architecture. L'électronique, c'est aussi l'interfaçage, tout ce qui est câblage, etc. Bon, ce sont des choses qui sont un peu ennuyeuses pour vous. On ne va pas s'étaler, c'est clair, mais c'est juste un aperçu. Et puis, il y a un point de vue que vous trouvez dans la plupart des bibliographies, on va dire US. Les États-Unis, ils approchent beaucoup le côté pragmatique.
le côté architecture des ordinateurs à travers la programmation. C'est-à-dire qu'il s'attaque directement au langage de programmation bas niveau et en manipulant ce langage, on est forcé d'assimiler, de comprendre un certain nombre de composants, les ressources matérielles. Donc, quand j'ai mis là le point of view logiciel, ça veut dire qu'il y a toute une école de gens, d'enseignants, de professeurs, de chercheurs, qui s'intéressent à la programmation des ressources matérielles et c'est une approche vers l'architecture pour comprendre l'architecture. D'abord, l'architecture, on peut l'avoir en tant que concepteur, on peut l'avoir en tant qu'utilisateur. Là, on est des utilisateurs, donc on va essayer de comprendre ce qui existe, ce qui se fait. Alors, l'approche que je dirais un peu personnelle de l'unité, ce que j'essaie de faire moi-même, c'est un peu un mix entre les deux, c'est-à-dire que on n'attaque pas directement la programmation et le langage de programmation bas niveau, on essaie de découvrir mutuellement les ressources. Donc on s'approche un peu de l'approche des US, la dernière, l'approche logicielle, mais elle n'est pas purement logicielle. On va être un peu plus proche de la machine pour découvrir un certain nombre de composants. Bon, je vous rassure, ce n'est pas quelque chose de rébarbatif au niveau matériel. Donc, j'essaie d'adapter cela à votre profil, si vous voulez, puisque vous êtes essentiellement destiné à faire du codage. Voilà, donc, au fur et à mesure, si vous avez des questions, des remarques, ou là, vous m'arrêtez, il n'y a pas de souci. Hein. Alors, les objectifs à travers ce module, cette unité, c'est des paliers. L'oula, le minimum, c'est connaître les principaux constituants d'un ordinateur. Les constituants essentiellement matériels, quand on parle d'ordinateur, on ne peut pas ne pas parler d'architecture par rapport au microprocesseur, je dois savoir ce que c'est. On ne peut pas ignorer la mémoire, ce sont les composants essentiels. Et l'essentiel de notre travail, le semestre, va tourner vers l'axe microprocesseur et mémoire. Mémoire, c'est vaste. واش فيها la mémoire vive, il y a la mémoire morte, d'accord? Comment est-ce que l'ordinateur gère avec la mémoire? Comment est-ce qu'il la voit? Le microprocesseur dans tout ça, comment est-ce qu'il intervient? Le lien entre microprocesseur et le programme que vous faites, tout cela. Donc, quand je dis connaître les principaux constituants de l'ordinateur, c'est réellement assimiler les composants de base, et avoir suffisamment d'informations pour pouvoir le manipuler par du codage du programme. Par exemple, si je dis bêtement, je veux programmer un processeur pour faire un transfert de données en mémoire, ça c'est un vœu, j'ai envie de faire ça, transférer une donnée qui se trouve dans le processeur, j'ai besoin de savoir comment est constitué le processeur, où se trouve ma donnée dans le microprocesseur, où va être logée la donnée au niveau de la mémoire, quels sont les mécanismes que je vais pouvoir manipuler pour réaliser cette fonction. Donc c'est quelque chose de tout bête, mais qui va faire intervenir beaucoup de choses. Les composants, les informations annexes, c'est ce que j'ai appelé principaux constituants. Faire du matériel, faire des choses conceptuelles. Deuxièmement, après connaître, je veux comprendre. Comprendre le fonctionnement et les caractéristiques de ces constituants. C'est exactement le schéma que je viens de donner. J'ai un microprocesseur, les initiales CPU, Central Processing Unit, mémoire, avec les divers types de mémoire. Un ordinateur, ce sont des entrées-sorties, ou alors parce que ce n'est pas un objectif, mais les entrées-sorties, c'est tout ce qui permet à votre machine de communiquer avec tout ce qui est extérieur. Alors, le processeur par rapport à la mémoire est une entrée-sortie par rapport au processeur. Si je regroupe processeur avec la mémoire, on le met dans une carte électronique qu'on appelle la carte mère, tout ce qui est en dehors de la carte mère, ce sont des entrées-sorties. Donc, il y a un concept nisbi, quelque chose de relatif. C'est toujours des entrées-sorties par rapport à quelque chose. Et puis, une ressource principale qui se trouve dans le microprocesseur, qui est essentielle quand on fait de la programmation bas niveau, donc côté architectural, c'est le concept de registre. C'est les principaux composants constituants qui vont nous intéresser. Et il est important de comprendre comment ils fonctionnent et comment les utiliser surtout. Enfin, assimiler, c'est-à-dire dépasser, comprendre. C'est un autre niveau de compréhension. C'est assimiler tous les comportements logiciels sont conditionnés par ou sont une projection de l'architecture matérielle. Yani, quand vous faites du programme en C, vous faites une impression sur une imprimante,
à partir de l'environnement de votre IDE, où là, vous lancez un programme qui va manipuler un process. Votre vision des choses, c'est je suis au niveau langage évolué, j'ai lancé un programme, il fait ce qu'il fait. L'idée, c'est d'être conscient que tout ce que vous allez faire à l'avenir, que ce soit dans un langage C, Pascal de programmation, que ce soit en Java, que ce soit sous XML, quel que soit votre niveau d'accès à une machine, même si vous ne vous en rendez pas compte, il y a de l'architecture derrière. Et donc, en fonction du type d'utilisation de vos machines à l'avenir, vous allez avoir plus ou moins besoin de l'architecture. OK? L'idéal, pour ceux qui peuvent ou la veulent se destiner à une carrière de recherche, l'idéal pour nous, c'est de ne plus être concepteur au niveau architecture, mais c'est plus être utilisateur, mais devenir des concepteurs. C'est-à-dire apporter une contribution dans la conception même des ordinateurs ou là des composants. Ça, c'est un idéal. Il ne pourra pas être atteint par n'importe qui. C'est quelqu'un qui va se destiner à ce profil-là. Il veut faire une carrière, on va dire, en recherche. Voilà. OK. Donc ça, c'est un peu de la vision, les objectifs qu'on est en train de se dessiner. Alors, pour faciliter un peu la chose, puisque vous avez quelque chose qui est acquis, que vous avez plus ou moins compris, l'AMLIFAT, c'est le langage C. Donc, l'une des approches que j'ai utilisées, c'est d'essayer de faire des fois le parallèle, yani d'utiliser les connaissances que vous avez au niveau C comme base pour transcrire, pour se déplacer, pour faire une projection vers le nouveau langage qu'on va appeler langage assembleur. Les initiales ASM, c'est pour assembleur. On va aller plus tard. Donc, on va définir le langage assembleur par rapport au langage C. Le C devient toujours une référence, marja, puisque c'est quelque chose que vous connaissez. Il y a une dualité, une comparaison. Donc, à partir de cette dualité, de cette comparaison, on peut caractériser l'assembleur, on peut savoir ce que c'est, on peut mieux le situer. Et puis, on va essayer de développer les caractéristiques intrinsèques de l'assembleur. Il y a des deux choses qui lui sont spécifiques. Pour le moment, je mets code op, code de l'opération, c'est-à-dire la fonction souhaitée. JI, c'est jeu d'instructions, c'est-à-dire l'ensemble des instructions que reconnaît votre langage assembleur, etc. On découvrira ce que c'est. Donc ça, c'est l'approche, si vous voulez, ça trace un peu ce qu'on va essayer de faire. Et puis, au fur et à mesure qu'on évolue, on va essayer de faire des définitions au fur et à mesure de composants, des mécanismes, des concepts, des propriétés. On les définit au fur et à mesure. Donc, on part de quelque chose de connu et on essaie de construire un état de connaissance ascendant. C'est comme une pyramide inversée. On part d'un point et on évolue vers le haut. Plus on va vers le haut, plus on essaie de cumuler plus d'informations. Alors, ce qui aide dans la construction de la pyramide inversée, c'est vos connaissances, c'est votre interaction. Yani, je peux exposer un ensemble d'informations, تتلقاوها تخدم بها تحوس على la note تاعك قال عبيت الموديل. Mais si vous vous intéressez à la chose et qu'il y a une interaction, une quête, c'est-à-dire qu'il y a une curiosité et un retour, plus vous êtes curieux, plus vous enrichissez le débat et plus vous apprenez. Donc, chaque promo apprend plus ou moins que la promo qui est passée. L'âme fait, j'ai eu un bon feedback. J'espère en avoir plus à de l'âme avec vous, Inch'Allah. Alors, Matranesh le Modor, c'est juste une entrée en matière, d'accord? Je pars à partir d'un premier programme que vous connaissez. Bon. Traditionnellement, M. Messabehi, vous avez habitué au fameux Toto. Donc, je prends un programme qui fait l'affichage. Bonjour Toto. Vous reconnaissez la première partie, tu as les includes, qu'on appelle des directives. Pour rappel, les directives, ce sont des instructions qui ne s'exécutent pas, mais qui définissent un contexte de définition. Donc, include stdio, c'est une bibliothèque, .h, du standard des entrées-sorties qui sont disponibles, mises à disposition par le système à votre environnement C. La standard librairie également, c'est un ensemble de fonctionnalités. Donc, l'include que vous avez ici, avec le dash, signifie que ce n'est pas une instruction qui s'exécute, c'est juste l'intégration d'un contexte qui va contribuer à la manière dont va s'exécuter votre programme. Si j'exécute le int main jusqu'à l'accolade finale, c'est la partie.
si je l'exécute tel quel, sans le stdio et avec le stdio, le résultat ne sera pas le même, pour simplifier les choses. Donc, votre programme commence avec le int main principal. L'accolade de début, d'ouverture, de fermeture, c'est les contenants de votre programme, ce qui définit le début et le fin. L'instruction return 0 indique la fin, même si elle n'existe pas nécessairement, vous le savez. Et puis l'instruction principale, le printf, vous êtes en train d'afficher sur l'écran. Le printf fait deux choses. C'est d'abord une instruction, une action. Je veux faire un affichage. Et puis je spécifie que je suis en train de faire l'affichage sur le moniteur, sur l'écran. Qui dit écran dit entrée-sortie. Tout à l'heure, on parlait des ES et qui disait que c'était quelque chose de relatif, haja nisbiya. Donc, par rapport au microprocesseur, par rapport à la carte mère qui contient le processeur, la mémoire, etc., la partie moniteur, l'affichage graphique, est une sortie. Il va envoyer quelque chose vers une sortie à travers une instruction printf. Donc, derrière l'instruction printf, qui est un simple mot pour vous, il y a tout un mécanisme, on va dire une dizaine, une quinzaine, une vingtaine de micro-instructions, d'instructions plus petites, qui vont s'exécuter sans que vous en soyez conscient. OK? Alors, je fais un parallèle entre ça. Donc, j'ai montré rapidement les différentes parties constituantes. Et, voilà, je reviens dessus. Directive, début de programme, les ressources des entrées-sorties, l'indication de fin de programme. Évidemment, si on a envie d'enrichir le programme, on peut rajouter des structures répétitives, des structures conditionnelles, pour faire un programme qui soit plus conséquent. Ça va, tout le monde suit pour le moment? Oui. Très bien, vous êtes nombreux? À l'affichage, Harakou? J'espère. 98. Ok. 98. Ok. Bon, j'espère que tout le monde me suit, tout le monde me comprend. Je continue. Donc, je fais un parallèle. Ce qu'on voyait avant, c'était un programme en C. Je présente ici un programme similaire qui va faire à peu près la même chose, avec un nouveau langage, une nouvelle syntaxe. Le but, ce n'est pas de la découvrir maintenant, c'est juste d'indiquer qu'il y a un parallèle, qu'il existe quelque chose qui lui ressemble. Donc, c'est un programme .asm, c'est-à-dire assembleur. Je retrouve en haut, title, c'est juste le titre donc, du fichier. Je retrouve une partie directive, un début de programme, l'utilisation des ressources et une fin de programme. Donc, du point de vue structure globale, ce qu'il y a entre le C et l'assembleur, c'est similaire. Mais ce qu'on a fait tout à l'heure avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lignes de code, ici, on va le faire avec à peu près une quinzaine de lignes de code. Bon, évidemment, ça s'explique. Si on rentre dans le détail, on est obligé de faire plus détaillé. Le parallèle, si vous voulez, c'est quoi? Quelqu'un qui a un langage, en français, anglais, où il y a une dizaine de mots, il va avoir une difficulté à exprimer toutes les idées qu'il veut. Il a les dizaines de mots, sport, il va pouvoir parler librement sport, mais qu'il دخلوا في المجال تاع la littérature, ما عندوش باش يتكلم, ما عندوش le vocabulaire. Donc, l'idée de l'assembleur, c'est de développer un langage qui ait une certaine richesse de vocabulaire. Qui me une certaine richesse de vocabulaire, ça veut dire quelque part que je vais pouvoir m'exprimer mieux, puisque le dictionnaire TAI, mais en contrepartie, il faut que je connaisse tout mon dictionnaire. Donc, un dimajhoud que je dois faire, un effort, pour assimiler plus d'instructions, plus de mots-clés, on va dire, pour le moment. Pour le moment, sans rentrer dans le détail, la structure d'un programme assembleur, c'est la directive, ou les directives. J'ai tout à l'heure, c'était dash include. Là, c'est point modèle, point stack, point data. Donc, avec le point quelque chose, c'est ce qu'on appelle une directive. On verra ça plus tard. Modèle small, ça veut dire que j'utilise un modèle de mémoire qui est petit. Alors, pour ceux qui ne l'auraient pas découvert, parce que tout le monde n'a pas eu droit aux mêmes enseignements à l'AMLIFET, le langage C qui traite sous code blocks, dans le menu, vous avez une option de compilation. C'est-à-dire que vous pouvez compiler votre programme, le même programme, avec une mémoire qui est petite, qui est moyenne ou qui est grande. Vous êtes passé à côté, normalement, c'est pas sûr que tout le monde ou tous les assistants de TD et TP aient attiré votre attention là-dessus. Yibqabli, c'est quelque chose qui existe. Et le but, c'est
de gérer de manière optimale votre ressource. Donc là, c'est l'un des appuis, l'un des avantages de l'assembleur. Qui prend le modèle small. Globalement, on va dire pour simplifier les choses que les modèles de mémoire sont trois. Small, large et huge. Small, petit, large, grand, huge, énorme. Si j'ai un programme qui fait 10 instructions et que j'utilise un modèle de mémoire large qui va me prendre par exemple 20 kilooctets, ça veut dire que j'ai réservé 20 kilooctets la mémoire pour écrire seulement 10 lignes. 10 lignes, mais à 20 kilos. Et tout le reste est perdu. Donc, l'idée d'utiliser la directive model small, ça vous permet de générer un programme qui est optimal, la gestion de mémoire. Il s'adapte en quelque sorte à une petite quantité. C'est défini, small, etc. Et nous nous rejoignons plus tard. Stack, c'est en anglais, signifie la pile. Ça veut dire que j'ai défini l'utilisation d'une pile, dont la taille, c'est 100 en hexadécimal. 100 en hexadécimal, ça veut dire que vous avez 16 au carré, 256 octets. La phase des TD, le côté numéraire. Point data, je définis la zone de données TI. J'ai un message que je définis, bonjour Toto, avec un certain codage par la suite, le ODH, 0AH et le dollar. Ça, c'est de la syntaxe. Vous avez le corps du programme. Vous retrouvez ici AX, ce sera un registre, on verra plus tard. AH, c'est un registre. Hop. Très bien. Et, bon, bref, je retrouve ici, dans le programme, un certain nombre de choses que j'ai déjà vues, mais avec un nouvel aspect. Alors, j'ai mis en remarque un plus bas. C'est quelque chose qui est presque systématique. Vous faites un programme en assembleur, vous faites le même programme en langage C, sous la forme la plus réduite pour les deux. Vous allez toujours trouver un programme assembleur qui peut être plus lent. Il peut être plus lent, le nombre de lignes, mais qui, en termes de taille, est généralement plus petit. On a un exemple de programme qui prend 29 octets. 29 octets, c'est 3 fois rien, l'assembleur, contre 562 octets. OK. Alors, en termes de taille, 29 et 562, ce n'est pas très parlant. En termes de statistiques, 29 par rapport à 562, on est à du 5%. C'est-à-dire que, si on tient ça comme référence, un programme lié à 100 mégaoctets, 100 mégaoctets en langage C, il vous prendrait 5 mégaoctets en assembleur. Voilà. Ce qui fait que l'une des destinations qu'on verra de l'assembleur, ou c'est par exemple pour ce qui est embarqué. Ou là, le codage sur les smartphones. Bref, quand vous avez un environnement qui est contraint la mémoire. C'est l'un des cas d'utilisation de TAO. Donc, je continue. Là, c'est une forme de comparaison. Qu'est-ce qu'il y a en commun, donc, finalement, entre l'assembleur et la plupart des langages évolués, le C, Pascal, etc. C'est qu'ils sont tous définis par des règles de syntaxe lexique. Donc, s'il fallait que ça il y a toujours une phase de vérification de conformité qui dit la phase de compilation. Ce qu'on appelle compilation pour le langage évolué, ça s'appellera assemblage pour le langage assembleur. Bon, on différents. Vous pouvez mettre des commentaires dans les deux cas, mais ils seront éliminés à la phase de compilation. Les deux sont supportés par un système d'exploitation. OK, donc c'est les mêmes. Les deux vont générer un pseudo-langage, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas être directement interprétés, exécutés au niveau machine. Lorsque vous faites une compilation, ou là vous faites un assemblage pour l'assembleur, vous allez nécessairement générer un nouveau langage, un nouveau fichier en quelque sorte, qui va être dans un nouveau langage. Ce sera le point bin, le point exe, quelque chose d'intermédiaire, que vous ne pouvez plus lire, mais que la machine peut comprendre. Et au final, le fichier .bin, .exe sera projeté sur la couche physique, ce sera des signaux électriques. Alors, la puissance, c'est quelque chose que vous devez bien assimiler. Ce que vous avez vu l'année dernière, structure machine, ce sont les bases. Donc, il y a un peu d'algèbre de Boole, les portes logiques AND et OU. C'est réellement le point de transition entre deux mondes. Le monde Lowell, c'est les maths, toutes les lois, c'est l'algèbre de Boole. Le monde Zawitch, c'est les ordinateurs en contrepartie. Et donc, HADAC, c'est une forme d'interface
qui permet de passer d'un monde à l'autre. Et ça, c'est toute la puissance. C'est la phase qu'il ne faudra pas occulter. On reviendra en TD pour voir quelques applications, comment à partir de simples portes logiques des EDO, les tables de vérité banales, comment vous pouvez passer à fabriquer une fonction. Et en combinant un ensemble de fonctions, on va fabriquer un processeur. Le processeur recevra votre code, votre langage, etc. Donc, je reviens à le slide. C'est une présentation de donc, tout ce qui est en commun. Par contre, qu'est-ce que je gagne côté assembleur? C'est d'abord un codage optimal. L'assembleur, généralement, génère un code plus optimal, plus petit. Ça, c'est important. Deuxièmement, l'assembleur permet d'accéder aux ressources matérielles. Réellement, je peux toucher le cœur du processeur. À l'intérieur même du processeur, je peux faire des choses, ce que je ne peux faire avec aucun autre langage. Donc, il y a une phase, ça veut dire que je dois comprendre la ressource, comment est-ce qu'elle est faite, comment j'y accède. Ça veut dire que quelquefois, ça dépend des ressources, il y a une forme de danger, parce que je suis en train de manipuler le cœur de la machine. Et voilà, c'est l'accès interne du processeur et des périphériques, la mémoire. Ce qu'il y a comme inconvénient, j'ai mis ça sous forme de point moins en rouge, ce n'est pas vraiment des inconvénients, mais ça va être le coût, ce qu'il y a. Parce que pour gagner les avantages que vous avez ici, vous allez devoir vous investir davantage pour comprendre. Donc il faut une connaissance matérielle plus approfondie. Quelqu'un qui fait du langage C, Java, même langage évolué, vous n'avez pas besoin de savoir comment fonctionne votre processeur. Tâtez-le des instructions, il les fait. C'est celui qui a conçu le Java, le compilateur Tiao, il s'occupe de la phase d'interprétation entre votre programme et les réalisations de la machine. Par contre, si vous êtes au niveau assembleur, c'est à vous de vous adapter à la structure machine. D'accord? C'est un peu la source de difficulté, mais ça, c'est quelque chose qu'on apprend à faire. Et puis, pour certains cas, on peut intégrer de l'assembleur à des langages. Par exemple, C, je peux fabriquer une routine en langage assembleur ou compiler dans le langage C. Donc, ça me permet d'utiliser la puissance de l'assembleur pour faire tourner un langage C de manière plus optimale. OK? Et puis, pourquoi pas, puisque vous allez le voir par la suite, comme l'assembleur manipule directement les ressources matérielles, il pourrait à la limite être utilisé pour la conception des algorithmes. On fabrique un algorithme de manière plus optimale, plus saine. OK. Donc ça, c'est une forme de présentation à l'assembleur qui va être l'outil principal TANA pour comprendre l'architecture de la machine taille. Alors, le slide que j'ai ici, dans la plupart des bibliographies, des documents que vous allez voir, vous allez trouver le terme niveau d'abstraction. C'est souvent le titre qu'on donne. En fait, c'est tout simplement les points d'accès à votre machine. Nadara shamila ta'al-alatakum. Une machine peut être vue l'aspect électronique, c'est la couche la plus basse. La couche qui est au-dessus, c'est un langage machine. La couche qui est au-dessus, c'est ce qu'on appelle le système d'exploitation. Et la couche qui est au-dessus, ce sont les langages d'accès. Donc là, la ligne de droite me dit que, ce que vous avez toujours fait, code blocks, vous avez un environnement de développement, mais vous êtes en train de travailler le langage C ou la C++ ou là. Une fois que vous avez produit un fichier, il va être traduit, compilé. Le compilateur dépend de l'environnement, donc du système d'exploitation. Et en fonction des deux profils, tu as C et le système d'exploitation, vous allez générer un fichier image, format bin, format exe, format com. Hada, c'est un langage machine. En fait, c'est un pseudo-langage. L'istilah, langage, n'est pas tout à fait vrai à ce niveau-là. Parce que langage signifie un certain nombre de conditions. Le lexique, le vocabulaire, etc. Or, là, il n'y a plus cette règle. Dans le mustawa, il n'y a plus de lexique, il n'y a plus de syntaxe. Il y a un codage. Par exemple, vous allez trouver, je sais pas, on a des lettres, tu as l'hexadécimal, du codage, les lettres dollar, le dièse, des trucs que vous ne pouvez pas comprendre si vous n'avez pas un support pour interpréter, pour coder. Ou avec le codage machine, il va être ensuite projeté en couche physique sous forme de 1 et de 0. Alors, non, c'est une petite illustration, donc je vais ramener un peu plus haut. Je sais pas, est-ce que vous voyez tout l'écran là?
Très bien. Alors, c'est le même schéma que je viens de montrer, tu as les niveaux d'abstraction. C'est juste pour illustrer un petit peu ce qui se passe à chaque niveau. Donc là, vous avez un exemple de scanf d'une variable avec une comparaison suivie par un printf, donc un message. En contrepartie, côté langage assembleur, vous avez quelque chose qui ressemble à des instructions, donc move AX10, shift left AX2, etc. Vous descendez un peu plus bas, le langage machine, le pseudo-langage, c'est quelque chose qui ressemble à cela. Donc, ce sont des lettres de l'hexadécimal, éventuellement mélangées avec des caractères un peu bizarres. Dans un fichier, vous savez qu'il y a de l'information, des instructions ou des données, mais vous ne savez pas ce que c'est. Alors que là, on peut deviner, move par exemple, c'est déplacé. SHL, shift left, c'est déplacé. D'accord? Donc, ce n'est plus un langage, en quelque sorte. Et quelque chose, donc, pour ceux qui ont commencé les premiers précurseurs de cette phase-là, les tout premiers ordinateurs, il n'y avait personne pour interpréter. Donc, il y avait des maquettes de ce type sur lesquelles on avait un microprocesseur, un support de mémoire, des circuits électroniques de communication et un petit clavier qui ne fait que l'hexadécimal. Donc ça, c'est pour illustrer qu'est-ce qui se passe au niveau langage machine. Les toutes premières machines, avant d'avoir fabriqué le système d'exploitation DOS, Bajahura, Windows, etc., eh bien, il fallait rédiger un programme sous cette forme. Il fallait disposer d'un document écrit rédigé par le fabricant de la machine pour savoir que telle combinaison d'instructions Hadi-Lula va faire un move, la deuxième va faire un shift, etc. Et puis le niveau bas, c'est des signaux électroniques 1, 0 qui vont attaquer des portes logiques pour engendrer un certain nombre de fonctions, des additions, des soustractions, des déplacements, etc. À partir de fonctions élémentaires, on arrive à construire toute une logique. L'image, il faut la garder bien présente en tête. C'est quelque chose de très, très, très puissant. OK? Est-ce que ça va jusque-là, Maïtouche? Très bien. Bon, je pense qu'on ne va pas s'étendre davantage. Le but aujourd'hui, c'était essentiellement une prise de contact. Donc, je vais m'arrêter ici avec une forme de conclusion. Ce qu'on va retenir, si vous voulez, c'est que pour cette partie-là, le langage assembleur, ça va être quelque chose qu'on va apprendre à manipuler. On va apprendre du point de vue syntaxe de manière progressive au fur et à mesure et on va apprendre quelles sont les ressources qui sont manipulées. Quand je reprends le slide qu'il y a avant, par exemple, dans l'instruction move AX10, c'est une instruction dans laquelle je vais apprendre l'instruction move, je vais apprendre ce que c'est que la ressource AX, quelles sont les caractéristiques, qu'est-ce que je peux mettre comme opérand après la virgule. Tout ça, c'est découvrir l'assembleur, la syntaxe et les ressources qui l'accompagnent. C'est ce qu'on va faire, si vous voulez. C'est une approche, donc pour l'étude de l'architecture, c'est ce que je disais en tout début, parmi les différents points of view. Le coup de Khalifa, c'est qu'elle exige des connaissances plus approfondies des composants, ça c'est nécessaire. Donc plus vous voulez manipuler et bénéficier de la puissance de votre machine, plus vous devez connaître les ressources de votre machine. C'est logique. Mais il faut savoir qu'il y a un coût. Connaissance plus compétence, ça donne une puissance de programmation. OK? Et puis là, c'est un souci, c'est c'est un centre d'intérêt. C'est qu'on peut éventuellement utiliser l'assembleur comme support pédagogique pour mieux comprendre l'algorithme. OK? Bon, on ne va pas s'étendre davantage. Côté présentation, pour aujourd'hui, ça sera l'essentiel si vous voulez. Ça me permet juste de définir la base de ce qui va venir. Normalement, la prochaine fois, on va commencer sur l'assembleur, progressivement bien sûr. La semaine prochaine, je pense que c'est une semaine de présentiel. Donc, les TD, Inch'Allah, vont avoir lieu en présentiel, en salle, groupe par groupe. Ça nous permettra de nous connaître mieux. On va attaquer avec des rappels de choses que vous avez vues structure machine progressivement. Balak sur 1, 2 séances, je ne sais pas. Le fait d'avoir changé le mode de fonctionnement présentiel et distanciel fait que le cours est perturbé. On ne peut pas garder la même structure de cours pour garder une contrainte à la pédagogie. Sinon, ça devient rébarbatif, tous les maîtres fermouches, ou l'omor ta'aqad, etc. Alors, tout souci est à soulever immédiatement. Dès que vous avez un éventuel souci, un éventuel problème, il ne faut pas le laisser mettre les cherches.
C'est par expérience parce que j'ai remarqué cela, les promotions qui sont passées. D'accord? Alors, je vais m'arrêter ici. Si vous avez des interventions, des choses que vous voulez détailler, marhaba. J'arrête le partage. Alors, des questions concernant le module, concernant l'état à la deuxième année, tout ce que vous avez en tête, marhaba bikoum. Est-ce que ce que... Oui, je vous écoute. Sur ce qu'on a dit, j'espère que c'est clair. Bon, vous avez trace, l'enregistrement, je vais le garder sur le canal. Logiquement, je pense qu'il y a une vingtaine de jours pendant lesquels il est conservé. Donc, si vous voulez le conserver, il faudra le télécharger. Alors, je disais tout à l'heure que le site web est accessible jusqu'à un certain moment. C'est possible que Google, à n'importe quel moment, il sur le site parce qu'ils sont en train de faire des constructions. Ça va? Oui, monsieur. Très bien. J'espère que c'est clair. C'est une bonne entrée en matière. Donc, si vous n'avez pas de questions, on va arrêter la séance maintenant. Merci, monsieur. Au revoir. Très bien. N'oubliez pas de télécharger la vidéo si vous êtes intéressé par la conservation. Allez, on se voit dimanche là pour les groupes 1 et chapitre 2. Bon courage. Merci.